Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, pour cette édition spéciale The Clone Wars, enregistrée le 1er août 2019. Et le thème de cette émission The Clone Wars, ça va être la trilogie Night Sisters de la 3e saison, à savoir les épisodes 12, 13 et 14. Et aujourd'hui, donc, pour vous présenter cette émission, eh bien, nous avons David Dupont. Bonjour à tous. Alors, je vais me présenter en deuxième parce qu'on a deux invités un peu spéciaux. Donc, moi, je suis Thomas, donc, et avec nous avons également Faye Fanel, donc, qui intègre l'équipe. Alors, c'est une nouvelle entre guillemets pour Star Wars en direct, puisque elle a déjà participé de nombreuses fois avec nous et certains d'entre vous la connaissent déjà pour son intervention sur plusieurs podcasts. Eh bien, Faye, je vais te laisser te présenter et après on aura un invité surprise. D'accord, bah déjà bonjour à tout le monde, je suis très contente d'être là, hein. C'est un peu l'émotion, hein, excusez-moi. Voilà, donc moi, pour ceux qui me connaîtraient pas, en gros je parle beaucoup de pop culture parce que c'est ma passion, c'est un peu ma drogue. Et comme tu l'as dit, je fais pas mal de podcasts avec mon compère James. Moi j'officie surtout sur les séries télé, c'est un peu ma spécialité avec Geek en série, mais on parle aussi de comics avec Comics Discovery et aussi de cinéma avec Ciné Blabla. Et de temps en temps, je fais aussi des incursions auprès des camarades d'Audioactif parce qu'on fait aussi partie de leur label. Donc si vous connaissez pas, il y a des émissions comme VHS et Canapé, voilà, It is the Podcast ou autre. Voilà, donc c'est vraiment, je fais pas mal de choses. Et sinon, t'as une vie personnelle en dehors Non. Non, mais j'ai la chance de partager ça avec ma moitié, donc du coup... c'est aussi vie personnelle. C'est bien, merci en tout cas, et puis bienvenue du coup au sein de l'équipe, Faye. Et puis, nous avons notre invité surprise, attention, roulement de tambour, c'est le grand retour, le comeback de Henri Levental. Vas-y Henri. Salut tout le monde. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, pourquoi t'es de retour, pourquoi sur The Clone Wars, et puis si t'as envie de nous dire d'autres choses, vas-y, lâche-toi. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait d'émission Clone Wars, mais on s'est dit que c'était l'occasion un peu de rattraper les grands arcs scénaristiques avec l'arrivée de la nouvelle saison sur Disney+ à la fin de l'année. Donc c'est vrai que ça fait depuis octobre 2010 qu'on n'a pas fait d'émission Clone Wars, où à l'époque c'était encore on faisait une émission par épisode, donc ça remonte à quand même à 8 ans et demi déjà, hein. C'est fou comme le temps passe, mais oui, on était beaux et jeunes à l'époque. Ouais. Et c'était moi encore, ouais. Je crois qu'à l'époque, c'est moi qui faisais les montages de ces émissions. Oui. Et c'est toi qui m'as recruté à l'époque. Sûrement, oui. Comme t'étais quand même pas super, t'avais pas bien vu les choses. Hein. Mais ouais, c'est fou que comme plus de 8 ans après, ça nous revoilà pour compléter. Bon, comme cette fois-ci, comme je le disais plus tôt, cette fois-ci, on fera pas tous les épisodes, on s'en était arrêté à l'émission 43, là on va finir avec une série que je retrouve mon fichier, que j'ai fermé. Alors, évidemment. Pendant que tu cherches ton fichier, c'est pas pour enfoncer un peu le clou, mais en fait Henri, c'était il y a bien plus de 8 ans en fait, c'était il y a presque 11 ans. Ah, c'est fou. Parce que la série c'était en 2008 qu'elle a attaqué et c'est à cette époque-là qu'on a fait les The Clone Wars et ouais c'était il y a 11 ans en fait, hein. C'est pas pour enfoncer le couteau 11 ans qu'on a commencé, mais 8 ans qu'on a fait le dernier épisode qu'on a... Ah, le dernier, oui, ouais, d'accord, ouais, parce que quand on a commencé The Clone Wars, c'était il y a 11 ans quoi. On a commencé dès les premiers épisodes, hein. Tout de suite dès que ça s'était lancé. Et quelle folie. Oui. Sauf qu'à l'époque, c'est vrai que faire un épisode, on parlait beaucoup trop pour un seul épisode, qu'on partait vraiment dans des explications peut-être un peu inutiles. Là, on va essayer d'être un peu plus concis, mais ouais, avec les derniers épisodes, c'est vrai qu'au lieu de faire chaque épisode, on a décidé de faire toute une série d'épisodes qui reprend les grands arcs scénaristiques. Donc, c'est-à-dire, là, on fait les Sœurs de la Nuit, on va faire Mortis, on va faire Krell, on va
on va parler un peu aussi de la dernière saison, les Lost Mission et tout ça. Donc, ça sera une série de, si je me trompe pas, 7 épisodes pour conclure un peu toutes les grandes histoires importantes qu'il faut connaître avant la reprise de la série. Donc on est désolé pour les auditeurs qui ne verront pas leur épisode favori. On va en sauter quelques-uns. Mais on ne sait jamais si on a le temps. Peut-être que si dans les commentaires vous nous dites il faut absolument parler de cet épisode, eh ben on le rajoutera après. Puis la magie du net, on peut en discuter après via les réseaux sociaux ou autres. C'est toujours cool. Exactement. Eh ben, du coup, maintenant qu'on va avoir résumé ce petit retour de The Clone Wars, eh bien, moi je vous propose de faire votre WhatsApp. Alors on va commencer par la nouvelle, Faye. Qu'est-ce que j'ai fait de spécial sur Star Wars ? J'essaie de rattraper mon retard en littérature. Et là, j'ai commencé à écouter l'audiobook de Alphabet Squadron. J'ai en retard sur ça. Et après, il faut que j'attaque le dernier qui est sorti en roman. Et j'ai encore du retard sur les comics aussi. J'ai toujours pas fini Poe Dameron. Donc voilà, c'est rattrapage. Qui est génial, hein. Oui, on m'a dit que la fin était bien, donc j'attends de voir ça. Eh bien, merci, Faye. David ? Littérature, mais j'ai pris énormément de retard, donc j'ai même pas fini Master and Apprentice. Il était dur à finir. Qui était assez dur à finir, mais je vous invite à aller écouter la superbe émission de notre équipe qui a fait une très bonne critique de ce livre. Ok. Voilà. Et donc, ne t'inquiète pas, Claudia Gray, si tu nous écoutes, je t'aime toujours, c'est ton moins bon, mais ça va revenir après, ça va être... Mais elle écrit bien, c'est juste que le sujet, c'était pas prometteur, quoi. J'ai trouvé le sujet était intéressant, c'est juste qu'effectivement, je trouve qu'on partait un petit peu dans un peu n'importe quoi, justement, un peu comme vous tous, un peu sur la fin, je commençais à être un peu perdu et ça commençait peut-être à traîner un peu en longueur, mais j'ai trouvé que toute la première partie était vraiment excellente et j'ai bien aimé retrouver ce mélange entre Qui-Gon et Obi-Wan. Mm-hmm. Et du coup, Henri, tu veux faire ton WhatsApp ? Vas-y. C'est vrai que moi, en ce moment, j'ai pas eu le temps vraiment de me plonger dans du Star Wars, à part là d'avoir revu les épisodes. C'est vrai que j'ai énormément de retard dans les comics. J'ai toujours pas eu le temps d'acheter, j'ai même pas encore acheté Thrawn, j'ai même pas commencé Alphabet Squadron, donc c'est vrai que de ce côté-là, mon dernier truc d'importance a été effectivement de lire Master and Apprentice. D'accord. Alors, moi me concernant, je suis en retard, déjà parce que je suis VF, puis en plus parce que j'avais avant pris du retard pour d'autres passions. Et là, j'ai été sur la trilogie de Chuck Wendig, et là j'en suis à la moitié du 3e tome. J'avais calé sur le premier, et Loïc m'a harcelé en me disant « Mais lis-le !» Et donc à un moment, j'ai dit « Bon, ok, je vais y aller. » Et effectivement, j'avoue que le tome 2 et 3 sont juste géniales, et moi, ça me rappelle énormément la période juste post-épisode 6 de l'UE Légende. Alors Henri, tu vas dire que non, mais en termes qualitatifs et l'aspect politique, le côté l'empire déchu qui essaye de se raccrocher aux branches. Vraiment, je trouve que c'est vraiment très très bon et ça me réconcilie un petit peu avec la littérature du nouvel univers, de l'univers canon, peut-être notamment parce que on les laisse travailler enfin sur des vrais enjeux, c'est-à-dire va falloir parler de Jakku, et je trouve que là vraiment c'est vraiment très très bon. Et en comics, j'ai reçu hier mon tome 6 de Poe Dameron et mon tome 3 de Darth Vader, la 2e série. J'ai commencé tout de suite par Poe 6 parce que c'est vrai que j'ai hâte de lire du post épisode 8. Alors, je suis très content. Bon, après, pour l'instant, je remarque que c'est surtout, finalement, les gars sont dans le faucon et font des flashbacks. Ok. Mais voilà, oui. c'est quand même sympa. Il y a des indices un peu pour... je sais pas, pour théoriser. Alors, il y a un petit truc que j'ai apprécié, que j'ai noté, c'était que, on en reparlera pendant les comics, parce qu'après on va faire une émission en août pour critiquer ces comics-là. Le truc que j'ai apprécié, c'est que Poe Dameron dit avant d'aller chercher Lor San Tekka, il faut que je repasse chercher BB-8. Et ça sous-entend que on disait oui, mais c'est n'importe quoi, parce que dans Résistance, donc la série télé, BB-8, il est pas avec Poe Dameron. Et là, c'est la petite case qui sert à pas grand-chose. Mais au moins c'est important parce que ça donne une cohérence sur l'univers et du coup on a l'impression que le gardien de l'Holocron est de retour, quoi. Enfin le fameux Lilan Chi, je sais d'ailleurs pas s'il est toujours là, c'est toujours lui le même. Henri, toi qui sais tout.
Bah normalement c'est toujours le gardien de l'Holocron, hein, il en fait partie. C'est lui qui fait partie intégrante avec Pablo Hidalgo, je crois, du. D'accord. Donc ok, du Story Group, hein, mais après je peux me tromper, mais. Parce qu'à la fin, il gardait plus rien du tout. Quand on était dans la période The Clone Wars, il y avait des incohérences monstrueuses, quoi. De toute façon, j'ai plus le détail, mais quand j'ai vu il y a quelques semaines un échange de tweets justement avec, je crois que c'était avec Pablo ou justement Lilanchi avec quelqu'un qui demandait pourquoi c'était pas aussi précis, et apparemment le rôle principal du Story Group ne serait en fait pas de contrôler chaque petit détail chronologique, donc ça m'a un peu énervé quand j'ai appris ça. Faudrait retrouver la discussion exacte sur internet. Je l'ai vu passer il y a quelques semaines, j'ai oublié de la noter. J'ai juste réalisé qu'en fait ils servent pas à grand chose. Ouais, c'est chiant ça. Parce qu'au tout début, ils avaient vraiment un boulot carré quand même. Bah oui, ils contrôlaient plutôt bien. C'est dommage, je trouve que c'est vraiment une opportunité manquée de faire vraiment... C'était leur opportunité de faire un univers vraiment cohérent à 100%. Mais bon, si on continue, on va peut-être parler, on va peut-être s'arrêter là. Allez, je finis juste une petite annonce sur mon WhatsApp. Je joue toujours énormément à Galaxy of Heroes. On est sur une guilde en fait avec Planète Star Wars et on manque vraiment encore de membres actifs. Donc si jamais vous êtes auditeur de Star Wars en direct etc., n'hésitez pas. Donc c'est une guilde qui est ouverte à toute la communauté Star Wars. Ceux qui ont envie de donner du temps, c'est un jeu hyper addictif. Moi, c'est mon bonheur du matin quand je me réveille, que j'ai rechargé mon énergie et que je balance du lourd. Vraiment, c'est vraiment, il est génialissime ce jeu. Vraiment, venez. Et en plus, la guilde est sympa et moi, je trouve qu'on passe des bons moments. Et c'est Seb Galano du coup qui en est le maître de guilde, on va dire. Et donc du coup, c'est assez sympa. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, donc c'est fini pour le WhatsApp. La politique spoiler, il y en a plus vraiment en tout cas, puisque The Clone Wars c'est quand même, comme on le disait, sorti depuis il y a un petit peu longtemps. Donc du coup maintenant on a le droit de spoiler allègrement, donc faites-vous plaisir, hein. Et les plus récentes émissions, on l'a évoqué, il y a eu l'émission sur Master and Apprentice en littérature, qui est disponible, et puis dans les prochaines on aura certainement un épisode régulier, et puis on va enregistrer aussi un Star Wars littérature donc courant août sur les 2 comics donc que je viens d'évoquer. Donc du coup on va remercier également l'ensemble de nos partenaires, hein, à savoir siteclan.net, Mint Inbox, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Holonet, Star Wars Geek Québec, Space Trace Show et Génération Star Wars et Science-Fiction. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Bienvenue en hyperespace, dans l'hyperespace de The Clone Wars, et on est parti avec les 3 épisodes des Night Sisters de cette saison 3. Alors le premier épisode, il est là pour nous introduire les Sœurs de la Nuit, les introduire dans le nouveau canon, puisqu'a priori les Sœurs de la Nuit, et Henri pourra délayer là-dessus, elles étaient déjà apparues dans l'univers légende en fait, dans le mariage de la princesse Leia. Et donc... justement, juste une petite note rapide, c'est justement un peu ce qui a énervé certaines personnes après la diffusion avec les bonus et tout ça dans les Blu-ray, c'est que tout le monde a dit qu'ensuite que les Sœurs de la Nuit avaient été créées, donc si je ne me trompe pas, ça a été écrit, les épisodes ont été scénarisés par Cathy Lucas. Exactement, c'est ça, dans ses premières collaborations. Voilà. Et tout le monde a imputé la création des Sœurs de la Nuit à Cathy Lucas, alors que ça a été justement effectivement bien été créé lors du mariage de la princesse Leia par l'auteur Dave Wolverton. Et dans un retcon, alors du coup moi tu te rappelles, on avait acheté à l'époque la grosse bible, tu sais, des 3 tomes rouges là et noirs, tu sais, de tout Star Wars. Et dedans il y avait tu sais la première sorcière de la nuit qui est apparue en fait par retcon, c'était la sorcière dans le 2e téléfilm des Ewoks. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah oui, c'est vrai. Elle se transforme en Corbac. Mais elle a été modifiée pour pouvoir rester dans l'univers. On a décidé que c'était une Sœur de la Nuit, alors qu'à la base ça l'était pas. Et voilà, c'est ça. Dans le mariage de la princesse Leia, faut pas oublier qu'il y avait en fait des sorcières de Dathomir, et il y avait seulement une partie qui était les Night Sisters et qui étaient plutôt les méchantes. Alors que là, du coup, on va découvrir qu'il n'y a plus que les Night Sisters, et toutes les autres personnes de Dathomir, on ne s'en occupe pas, et on a des Abraques mâles. Je sais pas trop pourquoi, d'ailleurs, j'aurai une remarque sur ça plus tard.
qui sont les Sœurs de la Nuit, dont vient Sage Ventress. Et d'ailleurs, dans la planète telle qu'elle nous était présentée, a priori, moi, dans mon ressenti, elle ressemblait pas du tout à ça. Et il y avait des rancors, normalement. Oui, il y avait des rancors. Et les Sœurs de la Nuit chevauchaient des rancors. Et ça, ça, c'était vraiment très cool. Et je m'attendais à les voir à l'époque. Et puis, bah non, on les a pas. Bah, ils ont simplifié pour pas s'embêter à créer plein de trucs en plus. Ça m'étonnerait pas. Hein. Ouais, mais chevaucher des rancors. Ouais, mais bon, qu'est-ce que je te dis. Après, si tu veux, il y a un... Du coup, on va partir avant de lancer l'épisode. On va partir sur le contexte, peut-être, puisqu'il est quand même important. Hein. Moi, si tu veux, ce que je me dis, c'est que quand j'ai vu l'épisode des Night Sisters à l'époque, je m'étais dit mais c'est pas du tout ça les Night Sisters. Mais peut-être que le gars qui lirait un roman genre le mariage de la princesse Leia aujourd'hui, après avoir vu The Clone Wars, peut-être que lui ça le choquerait beaucoup moins parce que il s'imaginerait tout simplement les Night Sisters comme il les a vus dans le dans la série The Clone Wars, tu vois ce que je veux dire. Mais moi je trouve que les Night Sisters, enfin quand je les ai vus, je crois que non, j'avais déjà lu les trucs, mais dans la série, quand je les ai vus, j'ai beaucoup pensé à Dune, au Bene Gesserit, parce que je trouve qu'il y a des choses en commun, de par les agissements, l'habillement, tu vois, elles ont l'eau de vie qui te sert à, tu vois, à voyager un peu dans tes souvenirs, à garder une certaine force, à récupérer tes blessures, enfin, je trouve qu'il y a pas mal de parallèles avec Dune. Je sais pas si vous avez ressenti pareil, mais... Ouais. Bah, de toute façon, ouais, sur pas mal de... Ou alors, moi, j'avais même pensé aussi aux Amazones, un peu. Ça oui, totalement. Le fonctionnement de ce groupe et tout, c'est totalement les Amazones. Hein. D'ailleurs, question technique, on va dire pratico-pratique, comment elles font pour avoir des enfants, les Night Sisters ? Excellente question dont je n'ai pas la réponse. Bah, c'est peut-être pour ça que... C'est peut-être à ça que servent les mâles, quoi. On voit qu'ils sont facilement dominables. Non, parce que c'est des abraques. Ah oui, bah alors je sais pas. Donc si, quand t'as un croisement de deux races, eh ben normalement t'as des signes, tu vois, des deux. J'avais le souvenir, alors là putain on va partir loin mais ça me paraît important, à un moment t'avais un humain clone et une Twi'lek qui avait un enfant, et ben l'enfant il ressemblait un peu aux deux, ou comme le fils de Kanan et oui c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Et on rappelle que ce ne sont pas des abraques femelles. Ouais. Les abraques femelles ne pourraient ne pas avoir de cornes par exemple, mais c'est pas le cas. Ouais. Je sais pas, ou alors elles utilisent leur magie ou peut-être qu'elles naissent comme... Les abraques femelles ont des cornes en plus. Tu sais, je pense à la chasseuse de primes. Après, peut-être que les Sœurs de la Nuit, ça marche un peu comme les orques ou les Uruk-hai, tu vois, elles poussent dans la terre comme ça, pouf, elles apparaissent. Moi, je sais pas, je vous cherche des explications logiques. Je sais pas, elles tirent leur pouvoir, leur pouvoir de la planète, alors je sais pas, des fois, des petites montées. Mais envoie ton CV à Lilanchi. Écoute, hein. Hop, comme ça. Moi, je vous cherche des solutions. Donc, après, vous prenez celle que vous voulez. Et peut-être qu'Henri, toi qui sais tout. Je sais pas tout, mais c'est vrai que je sais pas du tout comment peut avoir effectivement des enfants. Parce que effectivement, les abraques femelles, comme on disait, elles ont bien des cornes, donc ça peut pas être les mâles abraques, ça peut pas être non plus. Après, elles vivent combien de temps ? Il y a ça aussi. Ouais, je sais, c'est la question à 1000 €. Parce que tu vois, elles ont différentes eaux et tout. Peut-être qu'il y a une eau qu'elles boivent pour rester peut-être jeunes ou. Je sais pas. Ouais, mais au bout d'un moment, il y en a qui se font tuer quand même parce qu'elles aiment bien la baston, visiblement. Il y en a qui doivent calancher, donc comment ils se repeuplent, c'est ça. Spoiler, c'est dans un épisode bien plus long. Ah. Dans les dernières saisons. Dans les dernières saisons. Parce que la dernière, j'ai pas encore vu. On voit comment elles ont les bébés. Bah vas-y, redis parce que ça m'interpelle. Non, je parlais pas pour les bébés, je parlais plutôt pour leur mort. Ah, bah dis-nous tout. Pour ceux qui... Mais il y a un épisode plus loin, je ne sais plus exactement lequel, mais on voit des Night Sisters zombies. Qui ressortent de espèces de chrysalis où ils... mais c'est pas... mais elles sont pas complètement... Enfin, elles ont pas la conscience totale, quoi, donc c'est pas... Non, mais c'est des momifiés, parce que... voilà. Mais là, on parle pas de bébés. Mais si on regarde bien, elles sont pas super nombreuses. Enfin, dans l'épisode, elles sont pas non plus des masses. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pour faire un lien avec Star Wars Galaxy of Heroes, dedans, on a les Night Sisters qui se jouent, et c'est des personnages vraiment insupportables, parce que je fais un lien avec ce que tu dis, parce qu'elles se ressuscitent. Et donc, t'as des mecs qui ont des équipes de Night Sisters, donc t'as tous les personnages contre là, t'as Talia, t'as la mère Talzin, t'as même le zombie, alors lui, tu le tues, il revient à l'infini, quoi. Et même entre elles ont le pouvoir, quant à la mère Talzin, donc la chef, de ressusciter les autres sœurs qui tombent.
Et le seul moyen de les tuer, c'est d'avoir les chasseurs de primes. Les fêtes, en fait, ils ont une compétence particulière qui empêche de ressusciter. Et tu peux les tuer que comme ça. Et c'est des personnages qui sont vachement chiants dans le jeu parce ils déséquilibrent les parties. Et c'était rigolo parce que moi, mes gamins qui n'avaient pas vu tout The Clone Wars, il y a 2 jours là, quand on les a regardés, ils ont regardé ça avec moi. Ils m'ont dit ah c'est les mêmes que dans ton jeu parce que quand on jouait c'était là ils les voyaient que dans le jeu. Ils dit ah ouais c'est les mêmes et c'était rigolo de voir tu sais la référence de quelle est ta première source d'un support et de voir les références qui s'inversent tu vois. Voilà pour la petite anecdote. Mais peut-être qu'ils vont les développer plus, ça serait bien. Hein. Moi j'aimerais bien qu'ils les développent plus, parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir ce côté un peu mystique, ça change un peu tu vois de la force, d'autres points de l'univers, là j'aimerais bien avoir un petit peu de développement. Et question très intéressante que soulève Faye, est-ce que c'est la force ? C'est une utilisation différente de la force, un petit peu comme les guerriers des Wills, c'est toutes les nuances d'utilisation de la force. Ouais, mais en fait, d'après ce que j'ai lu, elles utilisent le pouvoir vient de la force vitale de la planète, donc en gros, elles canalisent, mais est-ce qu'en dehors de la planète, elles ont vraiment est-ce qu'elles gardent les mêmes facultés ou pas ? C'est ça que je me pose comme question. Oui, puisque quand elles vont attaquer Dooku, elles le maintiennent, ce pouvoir. Ouais, c'est le sort qu'elle a lancé. Elles maintiennent un certain pouvoir. Ouais. Et dans le jeu, en tout cas, même quand elles sont sur Kashyyyk ou où tu veux, ça marche pas. Donc en fait, on peut partir du principe qu'elles utilisent les forces de la nature, de la nature qui les entoure. Donc on peut le lier peut-être à la force, quelque part, un autre aspect. Bon, là on spécule un peu, il y a a priori pas vraiment de trucs officiels. Non, mais tu vois, ça pourrait être intéressant. Les territoires qu'on connaît pas, on pourrait retrouver des personnages de ce type-là aussi. Et juste au niveau contextualisation des Night Sisters, est-ce que quelqu'un veut encore rajouter quelque chose avant qu'on se lance dans les épisodes ? Si on peut dire que les Night Sisters, il me semble qu'elles avaient travaillé avec Palpatine, enfin Darth Sidious, et qu'il y a pas, ou c'est Dooku, je sais plus, et qu'il n'y a pas une histoire de trahison. Et il y a une histoire de trahison, un peu pour expliquer pourquoi elles en ont après Dooku. Ouais, c'est une amitié focus, un partenariat bien focus. Ah oui. On le voit dans l'épisode, pour moi c'est carrément Tanzin qui contrôle tout le monde, qui se sert de Ventress, qui se sert de Dooku et de tout le monde. La matriarque absolue, c'est Jaina des Sons en fait. Ouais, si tu veux. Exactement. Et il y a un petit détail technique d'ailleurs sur Ahmed Talzin, parce qu'il y a des gens entre nous qui regardent en VO et ceux qui regardent en VF. Et pour le coup, j'ai vu une partie sur les deux. Et la mère Talzin est mieux réalisée en VO. Il y a un double écho dans ses voix, notamment quand elle prononce certains mots, qui est très bien fait en VO et un peu moins bien fait en VF. Et du coup, ceux qui n'ont pas entendu la voix en VO, je vous conseille d'aller regarder ces épisodes-là aussi. Je suis d'accord. Henri, tu veux rajouter quelque chose ? Vas-y. Ah non, justement, on parlait justement du fait de la relation entre Talzin et Sidious. Là, c'est vrai que je me rappelle aussi, justement, peut-être qu'on on a le temps d'en parler, peut-être qu'on verra justement Darth Maul un peu plus tard, justement. Et c'est vrai que... Spoiler. Oh. Mais ouais, c'est vrai que c'est Sidious qui l'a trahi quand, justement, faut savoir que Maul est le fils de Talzin. Oui. Donc en fait, maintenant qu'on dit ça, on peut... Maul est le fils de Talzin. Elle le dit... je pense que c'était peut-être le fils adoptif, je sais plus. Mais elle le dit à la fin de l'épisode quand... Ah oui, elle l'avait préparé pour Dooku. Ouais. Donc j'avoue que je sais plus si c'est son fils... son vrai fils. Dans ce cas-là, effectivement, il serait bien lié. Ça reviendrait un peu à ce dont on parlait un peu plus tôt de la procréation des Sœurs de la Nuit. Donc apparemment, il donnerait naissance à des Abracs, ou alors c'est peut-être justement un enfant. J'avoue que je sais plus du tout. Peut-être qu'elle a pris qu'elle a adopté. Moi, je l'avais pas interprété comme ça. Pour moi, elles ont un espèce de vivier à côté de Zabrak avec des pouvoirs un peu particuliers. Et en fait, elles vont piocher dedans un peu comme si elles avaient comme un pêcheur, tu sais, qui élève des vifs pour aller les utiliser après. Et elles leur ont préparé un méga soldat de la Force en échange certainement de quelque chose d'autre. Moi, c'est plus comme ça que je l'avais interprété, quoi. Ah c'est sûr qu'on voit ça dans les épisodes. Après, ça peut être genre mon fils dans le style ma création. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'avais plus perçu dans ce sens-là. Là, ça reste lié à l'interprétation de nos deux côtés, quoi.
on n'oublie pas que Dark Maul a ce titre de Son of Dathomir, En effet. qu'on retrouve dans la BD qui est sortie plus tard. Bon, je triche un peu, j'avoue que je suis là sur le Wikipédia, c'est vrai qu'ils disent effectivement, c'est les frères de la nuit, donc effectivement les fameux Abra qui sont là, ils sont là pour servir les sœurs et leur servir effectivement donc de procréateurs. Ah, voilà. Ah d'accord, donc ils s'accouplent. Bah apparemment. Ouais, ils ont trouvé The Solution. Bon, bah au moins c'est bien, t'as raison Henri d'aller sur Wikipédia. Ouais, ça c'est une bonne société. Vous voyez, elles sont tranquilles entre elles, et puis quand elles ont besoin des hommes, hop, elles vont les chercher. Bravo. Bel exemple de société matriarcale. Voilà, on passe aux épisodes ? Oui. Alors, le premier épisode, on y voit du coup, il s'appelle d'ailleurs Night Sister, je crois, non ? Tout simplement. Donc, c'est le premier épisode où on les découvre enfin. Qu'est-ce qu'on a notre fameuse H-23 qui est encore le padawan entre guillemets de Dooku. Je sais pas comment dire. Je sais pas s'il y a un terme officiel. Elle dit l'apprenti ou l'assassin. Juste l'apprenti, Oui. ouais. Ils disent l'apprenti. assassin et apprenti. L'assassin, c'est pas un apprenti parce que selon la règle des deux de Dark Ben, d'ailleurs ça avait été un peu retconné parce que je me rappelle qu'à l'époque les gens disaient oui mais c'est pas normal, la règle des deux c'est pas cohérent si ils en ont chacun un en dessous, et ils avaient dit c'est pas un vrai apprenti, c'est un assassin. Donc, officiellement c'est un assassin, sauf que de temps en temps entre eux ils se reconnaissent comme étant apprentis. Dans le terme est bien. Pas dans cet épisode-là, mais dans l'autre, quand Dooku il récupère Savage Opress, il lui fait sous-entendre qu'il va être son apprenti et qu'en gros les deux ils vont aller un peu prendre la place de Dark Sidious après. Enfin, si je comprends son plan à Dooku. Ah, complètement. Et d'ailleurs cette idée-là. Sidious, ça part de là, le pitch de base, c'est que Sidious se dit attends, si lui il a aussi son apprenti, ça veut dire que selon la règle des deux, puisque le but finalement quand tu prends un apprenti, c'est qu'un jour ou l'autre il te dézingue la gueule quoi, pour prendre ta place. Finalement Sidious il a raison, s'il le sent venir, il dit voilà tu te débarrasses de ton apprenti, j'ai l'impression que tu vas me faire un sale coup. Donc il s'en débarrasse un peu à contre-cœur, mais c'est une culpabilité quand même qui est très rapide, puisque très rapidement, hop, il va se débrouiller pour la dézinguer. Et c'est assez intéressant du coup, parce que le 23 c'est poursuivi justement par... ça ce sera la fin, donc je vais pas m'avancer. Donc 23, donc du coup elle est blessée, on croit qu'elle est morte, et elle retourne du coup sur sa planète natale pour retrouver Mère Talzin qui va la guérir et qui va lui demander ce qui se passe. Et à ce moment-là, ils vont préparer un sale coup à Dooku en disant puisque tu nous as fait un sale coup, on va te faire en gros un cheval de Troie, ce qui vient de m'arriver sur mon ordi en gros. Là sur la première partie, c'est déjà une première attaque un peu ninja, c'est-à-dire que c'est Ventress qui va les venger. Oui, c'est vrai, il y a déjà ça. C'est ça dans le premier épisode. Vas-y, raconte là. Ah oui, en fait, donc Mère Talzin, elle fait un espèce de sort qui va rendre Ventress et deux sœurs de la nuit invisibles, et donc elles vont retourner pour aller attaquer Dooku, et ça fait très justement, je trouve, film un peu asiatique de ninja et tout, et on a un combat contre lui, et ça va pas marcher, et donc elles vont devoir trouver une autre solution à la fin de l'épisode, et c'est là qu'elles vont lancer le fameux plan du cheval de Troie. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, pour ce cheval de Troie, ils ont besoin d'un nouvel assassin. Et c'est vrai que ça tombe bien, comme ils ont le vivier de Maul, ils trouvent un équivalent de Maul, en plus qui est vraiment un bel emblème, on va dire, pour les sites. Et on l'envoie. Enfin, déjà, on va le préparer pour l'envoyer chez Dooku. Ils lui font une Captain America quand même. Voilà. Ouais. Voilà, mais ça c'est dans l'épisode d'après. Donc du coup c'est ouais, c'est ça. Voilà, qui sera c'est pour donner plus ou moins le ton. Et 23 du coup, par contre, ça c'est dans cet épisode-là, elle va aller faire la sélection du. Non, c'est dans l'épisode d'après la sélection. Ça aussi c'est l'épisode d'après. Tout l'épisode d'après c'est la sélection ou alors on va délayer les 3 épisodes. Puis comme ça après on développe l'ensemble de l'arc narratif, ça vous va ? Ouais, si tu veux. Donc, de fait, du coup, on vient plus ou moins de présenter le deuxième épisode, finalement. Elle choisit un personnage. Ils vont faire du tuning sur le Zabrak qu'ils ont choisi. Ils vont le mettre bien énervé. Ils vont l'envoyer chez Dooku pour le former. Donc, Dooku, il met du cœur à l'ouvrage. Et pas mal d'électricité. Oui, pas mal d'électricité, ça c'est sûr.
Ouais, il y a pas mal d'électricité, ouais, c'est ça, ouais. Comme tout bon maître, il va prendre soin de lui. Sur la fin, on voit notre fameux Savage Opress qui va attaquer des Jedi et qui a l'air redoutablement efficace. Et à la toute fin, c'est là qu'on va avoir une espèce de battle finale, une battle royale, on pourrait dire en quelque sorte, entre Obi-Wan, Anakin, du coup Dooku. Bah, en fait, ils se battent pas vraiment contre eux. Savage Opress. Ils se battent pas. Ouais, vas-y. Parce qu'en fait, dans le dernier épisode, on a Anakin et Obi-Wan qui mènent l'enquête justement pour savoir ce qui s'est passé, qui découvrent Savage Opress et qui le poursuivent. Et pendant ce temps-là, lui, Savage Opress, il arrive auprès de Dooku. Et en fait, là, il y a la révélation, il y a Ventress qui arrive. Donc, ils se battent eux tous les trois. Et en fait, Obi-Wan et Anakin, ils arrivent un peu à la fin du combat et ils veulent se battre contre Opress. Mais en fait, Opress, lui, il est attaqué par tous les robots et tout ça. Et il réussit à s'échapper. Ouais. Et en fait, Anakin et Obi-Wan, ils restent un peu comme des cons, quoi. Enfin, ils ont pas servi à grand chose dans cet épisode. Voilà, bon. Pour résumer. J'aurais pas fait mieux. Et du coup, on a cette battle royale et on voit surtout Anakin et Obi-Wan qui se demandent ce qui se passe, ils comprennent plus rien. C'est ça. Et donc, ça finit sur on s'est tous mis sur la gueule, chacun repart de son côté, et voilà, chaque personnage est de son côté, en fait. Ouais, ça finit quand même sur un gros cliffhanger. Ouais. Et la révélation. Et il y a le cliffhanger que Darth Maul est toujours vivant, et la mère Talzin dit donc à son nouveau fils adoptif d'aller retrouver son frère. Et c'est vrai qu'on apprenait à l'époque que Darth Maul était vivant. Ça c'était quelque chose qui envoyait. Je crois qu'on a à peu près résumé l'épisode. Moi ce que je vous propose, avant qu'on parle vraiment du scénario, on a pas mal cadré sur les Sœurs de la Nuit. Ce serait bien qu'on cadre aussi un petit peu sur Savage Opress et Darth Maul. Je vous fais juste une intro et puis après je vous laisse délayer là-dessus. À l'époque de The Clone Wars, on avait une célébration, je sais pas si tu te rappelles Henri, parce que t'étais à fond dessus aussi, et on avait eu à l'époque un gros teasing sur Savage Opress. Une espèce de grande fresque où on voyait un espèce de gros Darth Maul jaune et on se disait waouh, mais qu'est-ce que c'est le nouveau Darth Maul, et que à la fin non seulement on avait ce nouveau Darth Maul qui était super badass, mais en plus on nous disait que Darth Maul était vivant, donc ça avait un peu fait jaser dans les chaumières. Mais voilà, je vous lance là-dessus, allez-y. Parce que vous saviez que parce que moi j'ai redécouvert que Darth Maul était vivant dans cet épisode en gros, et du coup quand j'ai vu sa tête dans la boule orange qu'on voyait depuis 2 épisodes. Ouais, tout à fait, ouais. En fait, j'avais du mal à y croire. Je ne pensais pas forcément qu'il était vivant. Ça pouvait être une vision du passé ou n'importe quoi. Les gars avaient gueulé à l'époque, je me rappelle. Ah tu m'étonnes. C'est clair. Moi, j'avoue, ça m'avait super étonné. Je comprenais pas. Et toujours, ça a vraiment été la grande surprise, c'est sûr, de l'épisode. Mais tout le reste était super intéressant, mais même encore maintenant, je trouve que ça, même en dehors de Star Wars, c'est pas pour trop en parler en dehors de Star Wars, mais quelquefois, je trouve que les scénaristes, dès qu'ils ont un super bon personnage, un personnage qui est apprécié des spectateurs et tout ça, faut absolument le faire revenir, retrouver un moyen de le faire ressusciter, de le faire réapparaître d'une certaine façon. Souvent, ils ont pas le courage de supprimer entièrement un bon personnage. Et quelquefois, c'est un peu dommage. C'est vrai que je trouve, je dis pas que au final, je trouve qu'ils ont fait un bon développement au personnage de Darth Maul tout au fil après des différentes séries, mais je trouve que c'était pas forcément utile de en faire ce personnage, surtout que bon, c'est pas pour faire le spoiler, mais je trouve que sa réelle fin contre Obi-Wan, je trouve que c'était un petit peu bâclé et pour dire faut vraiment en finir. Je suis donc tout à fait d'accord. Après, il faudrait voir s'ils ont l'intention de développer un peu plus le personnage à travers des films ou des séries sur Disney+, pour vraiment offrir quelque chose en live après l'avoir revu dans Solo. Ça serait dommage de pas terminer dignement l'arc scénaristique, mais c'est vrai que ça reste comme ça a été un peu la déception qui reste un petit peu dans mon cœur. Mais bon, après, comme je disais, c'est vrai que son développement a rendu les choses un petit peu mieux quand même au final. Une chose est quasiment sûre, c'est que c'est pas la dernière fois qu'on verra notre ami Maul, puisqu'il sera dans la saison 7, puisqu'il y aura le siège de Mandalore dans lequel il fait partie, puisque la fin du siège de Mandalore a été racontée dans le roman Ahsoka.
Mais question du coup, parce que ça, il l'avait fait en BD, le siège de Mandalore, du coup. Tu sais, d'ailleurs, sorti chez Delcourt. Est-ce qu'ils reprennent cet arc ou est-ce qu'ils en reconstruisent des nouveaux ? Puisque du coup, la saison 7, on va avoir... on a déjà eu le roman, tu sais, avec Quinlan Vos et Assage Ventress. Est-ce que ça, ils le refont en épisode ou est-ce qu'ils partent sur quelque chose de nouveau ? Pour moi, celui-là n'est pas refait en épisode. C'était une idée qui aurait pu être un épisode. Il le sera pas. On a la liste des épisodes qui ont été faits. On pourra en reparler une autre fois parce qu'on l'a pas sous les yeux. Il y a une partie des choses qui avaient déjà été plus ou moins présentées en version non finalisée, plus des choses qui sont plus ou moins nouvelles, qui vont pouvoir faire de beaux épisodes et qu'on puisse apprécier le tout. Super. Et la question, effectivement, moi, c'est vrai que le Dark Maul, il aurait mérité une vraie fin dans Han Solo 2. Il n'est pas encore sorti Han Solo 2, peut-être qu'on l'aura. Pourquoi pas une série, c'est tu sûr. vois, une série sur lui, avec sa relation avec un autre perso de Han Solo, je spoil pas trop pour ceux qui n'ont pas vu Han Solo, ça pourrait être intéressant aussi. Hein. Exactement. Mais je pense que, par rapport à ce que disait Henri, le fait de pas laisser mourir les personnages, moi je trouve que ça c'est assez typique justement de Marvel, qui de temps en temps tuait des personnages, mais ensuite faisait un reboot pour le ramener ou n'importe quoi. Mais c'est pas que Marvel, c'est les comics en général. C'est l'univers comics, tout simplement. Exactement. Mais c'est pour rebondir là-dessus, Disney Plus là nous a annoncé qu'ils allaient faire des films, non pas des films, mais des séries Marvel avec les acteurs des films. Et donc du coup ça, si ça marche bien, moi je vois assez bien des possibilités de faire des séries dans le même genre en peu d'épisodes, avec du Star Wars dedans. Et du coup, typiquement, Maul pourrait revenir pour faire ça. Ah, mais c'est possible. Hein, je le vois très très bien. C'est possible. Maintenant, t'as plus de frontières entre films et séries. Je veux dire, t'as les acteurs de cinéma, tu vois, qui ont plein de prix, des trucs comme ça, qui hésitent pas à faire des séries télé, et des gens de séries télé qui vont au cinéma. Donc c'est possible. Hein. C'est ça. Pour moi, Solo 2, il est là. Oui, non, mais je pense que ça se fera plutôt en série Disney+, d'ailleurs, avec donc la fameuse Kira et compagnie, quoi. Ouais. En tout cas, surtout que l'acteur a déjà fait des séries télé, donc c'est pas impossible ils peuvent le reprendre facilement. C'est pas surtout qu'en plus, justement, comme on disait, même les acteurs de Marvel vont apparaître dans des séries télé pour Disney+. Ouais, donc ça veut dire que les mecs, ils ont du budget en plus, quoi. Ouais, donc il y a plus du tout il y a de moins en moins de séparation entre les séries télé et le cinéma, comme il pouvait y avoir avant. Il y avait certains acteurs qu'on n'aurait jamais vus sur le petit écran parce qu'ils pensaient que ça méritait pas d'avoir le même. Avant, historiquement, c'était un peu genre t'étais has-been, tu finissais dans les séries télé, tu vois. Alors que maintenant, c'est quand même plus prestigieux. Et puis si on regarde au niveau séries télé, pour un acteur, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on va avoir des rôles plus travaillés, de la nouveauté. Alors qu'en ce moment, au cinéma, on a beaucoup des adaptations de super-héros, des reboots, des remakes et autres. Donc finalement, c'est peut-être plus créatif. Mais du coup, on aura peut-être Donald Glover aussi. Bah pourquoi pas. Mais totalement. Bon, on s'écarte un peu les enfants là. Du coup, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre sur ces personnages, enfin sur les Abrax? Ouais, bah moi sur Opress. Vas-y si tu veux, je parlerai après. Alors Henri, puis après fait. Parce que c'est vrai que ce que j'ai pu te dire, c'est qu'effectivement ma vision de la série Clone Wars a changé depuis que maintenant, évidemment, qu'elle fait partie, même si elle fait officiellement partie des deux continuités, c'est vrai que je la vois un peu différemment maintenant qu'on peut la considérer plus canon moderne que univers étendu. Donc c'est vrai que je peux passer un peu outre de toutes les incohérences, mais en tout cas pour dire que d'avoir revu les épisodes là ce matin pour les avoir en tête, je me souvenais pas d'avoir vu que en fait le développement du personnage de Opress était finalement pas si mauvais que ça, le fait qu'il y ait son développement, le fait qu'il voulait d'abord protéger son frère et que c'est sa transformation qui l'ait complètement modifié, c'est ça. Sa vision des choses, et que ça l'a complètement perverti en fait. Mais j'ai beaucoup aimé et je me rappelais pas que c'était aussi dramatique. J'ai trouvé ça un développement super intéressant que j'avais jamais ressenti avant. Ouais, c'est super dramatique parce qu'on a un perso qui a des bonnes intentions au départ. Et d'ailleurs, je crois qu'au début de l'épisode, ils te disent que le mal n'est pas inné mais acquis. Et en fait, ça illustre parfaitement le développement. C'est-à-dire qu'au début, il protège son frère. Et puis, finalement, il se fait embrigader par les sorcières. Et la rage de voir qu'il est manipulé en quelque sorte, ça libère une espèce de sauvagerie. Et ça va finir tristement parce qu'il va tuer son frère au final. Et du coup, ça apporte vraiment quelque chose de super dramatique, de limite théâtrale. Et j'étais super, en fait,
étonnée de voir ça dans une série qui est quand même à la base destinée à un jeune public, et j'avais pas gardé ce souvenir-là de la série, et du coup j'ai été vraiment agréablement surprise par ces épisodes-là. Là, il faut dire qu'on attaque la saison 3 et dans les bonus qui sont disponibles dans l'édition DVD, ils parlent que la saison 3, déjà, ils voulaient la faire un peu plus sombre. Donc, du coup, ça rejoint bien ce que tu viens de dire. Et c'est bien le mantra de l'épisode 2 que tu as dit. Le mantra de l'épisode 1 était le plus court chemin de la destruction passe par la vengeance, c'est ça. Et normalement, attends, j'ai celui du 3 parce que j'avais bien aimé aussi, enfin du 3 du 14. Je crois que c'est la voie du mal peut mener à un grand pouvoir mais pas à la loyauté. Et ça illustre aussi tout à fait l'épisode. Exactement. Toujours très bien ces petites réflexions philosophiques de titre. Ouais. D'ailleurs, c'est là où moi je me suis refait cette réflexion aussi. J'ai adoré Star Wars Rebels, mais vraiment adoré. J'ai trouvé que, enfin, par contre, Star Wars Resistance, j'ai du mal, hein, mais c'est là où je me suis dit que, en fait, The Clone Wars, c'était quand même hyper qualitatif. Et la réflexion que je me suis faite, c'est de me dire que à l'époque, je sais pas si vous les regardiez à l'époque et si vous lisiez de l'UE Legend de l'époque, c'est que des fois, on a quand même un peu craché dans la soupe, en mode vieux con quand même, parce que finalement, The Clone Wars, ben, si on le regarde aujourd'hui, en mettant tous ces petits blocages qu'on avait à se dire « Ah bah ouais, mais c'était pas comme ça dans les bouquins », je crois que des fois, on s'est quand même un peu pourri la vie et qu'on s'est gâché certains plaisirs pour des fois pas toujours justifier. Bah des fois c'est bien d'avoir du recul, hein. Moi je sais que j'avais du mal après la prélogie, il y avait une période où j'étais un peu triste, l'épisode 3 m'avait beaucoup frustrée et c'est vrai que j'avais un peu de mal, tu vois, j'avais commencé à regarder Clone Wars puis ça m'énervait donc j'avais fait une pause et puis j'ai repris des années plus tard et tout, et c'est vrai que tu vois en vieillissant tu vois les choses autrement, et c'est vrai que tout ce qui est prélogie, même si tu vois je suis pas 100% fan, je vois quand même des qualités que j'avais du mal à voir avant, et c'est pareil Clone Wars, tu vois, moi j'avais gardé une image où genre il y avait plein d'épisodes inutiles où on s'ennuyait et tout, et en fait quand je me suis tout refait là, je me suis régalée, c'est vraiment intéressant, il y a des persos travaillés, il y a des arcs qui sont vraiment voilà, je me suis vraiment Mais est-ce que t'avais lu, toi, l'ancienne UE? Alors, ouais, j'en avais lu, mais j'avais pas tout lu parce que j'avais du mal à trouver certains bouquins. Mais tu vois, moi, ça me gênait pas. Enfin, je peux passer d'un truc à l'autre. Je me dis, bon, voilà, ce qui est en livre, ça va être genre, tu vois, une vision. Parce que tu vois, comme je te dis, la force, tu peux. Enfin, moi, je me rappelle ce que disait Yoda, c'est que la force, tu peux voir différents trucs. Donc, moi, tu vois, dans l'univers, je me dis pareil, c'est genre la lecture, c'est une timeline. Clone Wars, ça va être autre chose. Et du coup, je m'énerve pas pratiquement des différences ou autre. Sur les timelines, je coupe 2 secondes, mais ça avait été dit, hein, Henri va pouvoir peut-être le redire quand il va reprendre la parole, mais que Clone Wars avait été déjà plus ou moins séparé de la timeline du reste du Légende. Donc on était déjà un petit peu sur la décanonisation. C'était pas franc au départ. C'était pas franc au départ, mais c'est venu après, au fond des saisons. Au fil des saisons, ça a été plus ou moins dit. C'est un peu ça le problème, c'est comme je disais un peu plus tôt, c'est que le gros malheur avec Clone Wars, c'est qu'il fait partie des 2 continuités qu'ils ont jamais, comme c'est passé après, on est passé dans le canon, c'est qu'ils ont jamais offert de continuité officielle de tout Clone Wars dans Legends. Donc c'est vrai que c'est malheureux, mais c'est vrai que heureusement qu'on peut quand même considérer Clone Wars, The Clone Wars comme étant plus, comme je disais, plus canon que Legends, même si effectivement, techniquement, officiellement, les histoires font partie des 2 univers, et c'est vrai que quand on le met du côté Legends, c'est vrai que ça c'est énormément d'incohérences. Mais tiens, j'ai une question, peut-être vous pourrez me renseigner. J'avais entendu dire que justement Lucas, tout ce qui était univers légende et tout ça, il n'était pas super fan, et c'est un peu pour ça aussi qu'il avait lancé The Clone Wars pour vraiment faire son truc propre à lui. Je sais pas si c'est vrai. Oui et non, c'est vrai qu'il a jamais été très très proche de l'univers Legends, même de la littérature tout court, même si je me souviens bien, il y a 2-3 idées qu'il avait données lui-même. Sauf avec Timothy Zahn, quoi, en gros. Ah mais même Timothy Zahn, c'est pas lui, hein. C'est pas lui qui a donné mais les idées. il avait suivi à la base, quand même. Il avait suivi le truc. Bon, je pense qu'il avait suivi, mais il avait pas donné du tout son accord. Mais c'est vrai que pendant un temps, il avait effectivement dit c'est bon, vous pouvez utiliser la période entre l'épisode 2 et l'épisode 3, j'y toucherai pas, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Puis tout d'un coup, tiens, j'ai envie de faire ma propre vision de Clone Wars, et tant pis pour le reste. Hein. Donc, dans un sens, finalement, si on devait faire une analogie avec aujourd'hui, Disney, ils ont presque raison, des fois, de verrouiller certaines périodes,
pour dire bah voilà ça on se le garde quoi, tu vois pour le coup, oui. Pour le coup, totalement. Oui. C'est ça. Parce que ceux qui ont lu Splinter of the Man Hides, qui était quand même le premier livre qui est sorti, qui n'a jamais été au final, même dans les univers légendes, tout de suite il a été mis de côté, parce que c'était n'importe quoi au niveau de continuité, timeline, et personnages. Non du tout, il en fait bien partie, hein, l'univers Legends. Ouais, il a été... ça dépend comment tu vois certaines timelines, mais des fois il est déjà évacué. Parce que à la fin, quand même... ça devrait, c'est peut-être des canons des gens qui ont fait leur propre Legends, parce qu'il a fait... Si tu regardes, il est quand même plus ou moins mis de côté, parce que déjà à la fin, il y a quand même un doute sur le fait que Vador il serait mort à la fin de ce livre-là. Ouais, mais techniquement, même ils ont même réussi à réintégrer le pire du pire, c'est-à-dire la saga du Prince Ken. Hein. Donc au final, normalement, on peut toujours tourner toute la littérature avant 2014 fait bien partie de l'univers Legends. Mais c'est vrai que si je me trompe pas, effectivement, Splinter of the Mind's devait à l'origine servir de conclusion à l'épisode 4, donc à l'époque juste Star Wars, si le film ne faisait pas le succès qu'on attendait au box-office, et ça devait, je crois que je l'avais déjà raconté dans une autre émission de Star Wars en direct, et ça devait être tourné ensuite comme une sorte de téléfilm destiné pour la télévision pour conclure l'histoire de Dark Vador. Côté téléfilm se ressent énormément. Oui. Ah bah oui, il y a pas de Han Solo parce que... budget de film... C'est pas super bien écrit. Han Solo est absent parce qu'il n'avait pas signé de contrat pour apparaître. Donc c'est vrai qu'on sent tout de suite que c'était juste, ça se passait sur une seule planète. Quelques décors, pas beaucoup de décors. C'était vraiment le budget raccourci pour l'époque, quoi, pour les années, fin des années 70. On va se recentrer les gars sur l'histoire là, parce qu'on la chance que c'est vrai que je voulais justement enchaîner sur le fait qu'effectivement, moi aussi, je crois que c'est comme fait le disais un peu plus tôt, c'est vrai que de revoir du Clone Wars quasiment 10 ans après avoir vu les derniers épisodes, c'est vrai que j'ai vu la chose bien d'un autre œil, surtout après avoir vu Rebels et Résistance. Comme toi, Thomas, Rebels c'était sympa, Résistance j'ai vraiment beaucoup de mal, mais c'est vrai que même qu'elle soit même qualitatif, Clone Wars est toujours en très très haut. Genre vous voyez la luminosité gérée, l'animation, j'ai retrouvé, mais je me suis dit, mais ça, toutes les séries, j'ai l'impression que toute la qualité des dessins des séries qui ont suivi est allée en pente descendante. Hein. Rebels un peu moins, puis Résistance, je trouve que c'est vraiment pour moi, c'est vraiment pas un bon dessin animé. Hein. Mais d'ailleurs, Star Wars Résistance, on n'a pas Filoni dessus. Si, normalement, il fait partie de toutes les séries. Il a créé le concept, mais après, on sait pas trop ce qu'il a fait. Ouais, mais je crois qu'il fait pas tout, hein, il me semble. Parce qu'il justement, il commençait déjà à bosser sur Mandalorian, puis à rebosser sur Clone Wars, donc il n'a pas forcément le temps. Et d'ailleurs, ça m'amène une question, c'est-à-dire que est-ce que la prochaine série télé, là, avec justement le Big Three, ça reste à l'état de rumeur, mais c'est des rumeurs qui, j'ai l'impression, sont un peu plus fondées que d'autres. Il y aura Filoni dessus, donc a priori, est-ce qu'on peut espérer un niveau de qualité comme The Clone Wars, quoi, avec ce coup-là, en plus les problèmes de canon, puisque là maintenant ils ont l'air de bien gérer tout ça. Bah écoute, moi j'ai envie de faire confiance à ce monsieur parce que je l'aime beaucoup. En plus, il a un chapeau magnifique, donc c'est des qualités. Voilà. Non, mais je suis contente de ce qu'il a fait. J'aime beaucoup Rebels, j'aime beaucoup Clone Wars, donc moi j'attends de voir sa prochaine série. C'est vrai qu'il fait un bon boulot, mais j'ai peur. Ce qui m'a toujours fait peur, c'est qu'il est aussi un peu freiné par justement les souhaits de Lucasfilm. Ouais. Enfin, Lucasfilm et encore plus maintenant Disney. Mais moi je pense qu'il est un peu freiné dans ce qu'il voudrait faire. Ouais. Mais le problème c'est que... De toute façon, c'est comme tous les créateurs au sein de Lucasfilm. Ça a toujours été un peu le cas chez Lucasfilm, et encore plus Disney. On sait très bien qu'ils veulent garder un contrôle même absolu. Ouais, mais ils remercieront peut-être pas Filoni comme ils ont remercié les autres gars, par exemple pour Solo. Parce que Filoni, il a quand même maintenant une assise là-bas. Oh, il suffirait qu'il fasse un truc qui leur plaît pas et puis au revoir. Tu crois ? Oh, après, je sais pas, on sait pas tout. Hein. Peut-être que effectivement, ça passait pas avec les deux réalisateurs de Solo. Hein. Faut pas non plus
tout diaboliser. Enfin, moi, je suis pas dedans, donc je vais pas dire. Mais après, voilà, je trouve que quand même, Filoni, il arrive à proposer des personnages intéressants, travaillés. Et c'est vrai que quand on compare à Résistance, même si la deuxième partie de la saison était un peu plus intéressante, je trouve que les personnages sont très clichés et vont pas plus loin que le cliché qu'ils représentent. Le héros de la série est juste insupportable. C'est pire qu'Ezra. Alors, moi, je vous propose qu'on reparte sur l'épisode de Clone Wars et juste que je vous rappelle que pour l'instant, Résistance, il n'y a eu qu'une seule saison. Et si vous regardez les 2 premières saisons de Clone Wars, ça n'est pas quand même le niveau de qualité des autres niveau scénario. Et... Tant est-ce qu'on reste dans notre fameux arc narratif, qu'est-ce que vous avez pensé du scénario sinon globalement là on a plus ou moins développé, mais notamment avec les Jedi, Dooku, etc. C'est vrai que là aussi, quand on enchaîne après tout ce temps les 3 épisodes comme presque un petit film d'1 heure, c'est vrai que au final l'histoire s'enchaîne. Je trouve que c'est comme bien scénarisé, l'histoire s'enchaîne bien. Je trouve qu'il y a une certaine logique dans tout ce qui se passe. C'est pas forcé. Je trouve que ça s'enchaîne bien, quoi. Il y a pas grand chose à dire de ce côté-là pour moi. Ouais, il y a beaucoup de rythme. C'est vrai que les 3 épisodes passent très très vite. Et puis ce qui est intéressant, c'est au départ, on commence avec une histoire de vengeance de Ventress, mais au fur et à mesure, on se rend compte que elle est manipulée tout aussi bien que l'autre personnage. Et du coup, on voit cette menace de Mère Tazine. Elle a un côté un peu, pas effrayant, mais un peu inquiétant. On se dit qu'est-ce qu'elle va faire. Elle a l'air d'en avoir après les Sith, mais pas que peut-être. Parce qu'on voit quand même qu'elle est pas très sympathique avec les Jedi aussi. Donc ça apporte du mystère et ça donne envie d'en savoir plus. Et puis à la fin, on a ce cliffhanger, on dit oh mon Dieu, mais comment c'est possible? Donc on est vraiment tout le temps dans l'action et à la fin, on a vraiment envie que ça continue. Il y a peut-être juste l'entraînement de Savage qui est un petit peu accéléré, comme normalement, en plus, c'est quelqu'un qui n'est pas censé avoir vraiment la force, puis tout d'un coup, au bout de 5 minutes, ça y est, il a un super pouvoir, un peu comme l'apprenti dans The Force Unleashed, mais c'est un peu le seul point, je dirais, négatif du scénario, mais après, c'est vrai qu'il pouvait pas non plus, à quoi ça sert dans une série animée de s'étendre pendant encore 3 épisodes sur le fait qu'il s'entraîne auprès de Dooku. Ouais, ça aurait été un peu long. Ça aurait pu être long en plus. Avec un montage musical. Ouais, j'ai des remarques par rapport à cet entraînement. Déjà, je vous rappelle Dark Force, le jeu, où il y avait la Forge des Jedi. Je crois que c'est ça le titre, où on pouvait devenir un Jedi alors qu'on l'était pas. Et du coup, je trouve qu'il y a un petit peu ce côté-là dans la magie des Night Sisters au final, parce qu'on sait pas si Savage avant avait une possession de la force ou pas. En tout cas, après, c'est clair qu'il l'a. Donc ça, c'est encore un parallèle avec un vieux matériel. J'ai noté un petit parallèle avec Luke de l'épisode 5 où il essaye de soulever des cailloux et il dit que c'est impossible parce que le caillou est trop gros. Et Dooku lui dit c'est seulement parce que tu en es persuadé. Et après, il l'électrocute et ensuite il réussit. Donc il y a quand même un parallèle avec l'entraînement de Yoda. C'est un peu le même exercice, mais c'est 2 visions totalement différentes. Et je trouve que c'est assez bien tourné, animation, scénario. Mais la réalisation est très très bonne. De toute façon, faut dire que Dooku a commetté un Jedi auparavant, donc je pense que, si je me trompe pas, lui aussi a subi l'entraînement de Yoda, donc on sait que Yoda... Ah ouais, mais là, c'est à la dure, hein. Ah oui, ça c'est sûr, mais je veux dire que c'est comme l'enseignement de Yoda qui réutilise, quoi qu'il arrive, on utilise toujours... les enseignements de ses maîtres, même si on les modifie un peu à notre sauce. Puis, il est obligé quelque part, parce que faut lui foutre la haine, faut lui foutre la rage pour qu'il soit bien du côté obscur, quoi. Parce que si tu l'entraînes dans la bienveillance, il risquerait de virer Lightside, donc ce serait trop con, quoi. Il est suffisamment énervé. Beaucoup d'ailleurs quand il lui crie dessus qu'il le déteste, et après il fait good. Ouais, c'est ça, voilà, exactement, quoi. Donc, a priori, je trouve que du coup c'est encore une bonne idée. Par contre, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'au tout début, en plus le Savage Opress, je me rappelle de l'époque de la célébration où on nous l'avait teasé à mort et on se disait waouh, il est énorme ce mec et tout, et que à partir du moment où Dark Maul est arrivé, toute cette hype autour de ce personnage, plouf, ça l'a effacé en fait. Alors que si ça se trouve, ils avaient continué de développer le Savage Opress tout seul, il aurait fait un Neo Dark Maul qui aurait pu être bien plus badass. Et c'est vrai que dès que Dark Maul arrive là, il est tellement dominant par rapport à lui
que lui, ça devient un peu le laquais qui sert plus à rien. Mais tu vois, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que je trouve que Opress c'est vraiment une bête sauvage. On voit, c'est vraiment la colère déchaînée. Ils fonce tête baissée. C'est un peu comme un animal, un bélier, un truc comme ça. Alors que Maul, il y a quand même une réflexion. On verra plus tard quand il le retrouvera. En série. Ouais, dans la série je parle. Il y a dans la série, dans la série, je parle pas dans le film, hein, dans la série. Ouais. Et du coup, forcément, le Opress, je pense que tu pouvais pas trop le développer non plus parce qu'il est juste de la rage pure. Il est juste de l'instinct. C'est une bête sauvage. Donc, au bout d'un moment, c'est peut-être un peu limité aussi. Là, dans l'épisode, bon, ça sert. Mais voilà, je trouve que il est très violent. Ce que je veux te dire, c'est est-ce que s'ils avaient, est-ce que cette situation-là, elle s'est pas amorcée parce qu'il y a eu Dark Maul et qu'il a fallu donner le beau rôle à Dark Maul et que s'ils avaient pas inséré Dark Maul, alors je suis quand même très content de Dark Maul parce que je trouve que il a été très utile par certains côtés, mais est-ce que finalement toutes ces qualités qui vont être données scénaristiquement au personnage de Dark Maul, est-ce qu'elles auraient pas été attribuées à Savage Opress et pour en faire un vrai bon perso? C'est ça, tu vois, là, que je veux dire. Ah oui, là, c'est possible. Oui, s'il n'y avait pas eu Dark Maul, après, on sait pas exactement ce qu'ils avaient prévu au départ pour Opress, mais oui, c'est une théorie qui est plausible, je pense. Hein. Et toi, Henri, du coup, t'en penses quoi maintenant d'Opress, genre par rapport à l'époque et maintenant? Oh bah, effectivement, comme tu disais, c'est effectivement un personnage qui est plutôt une bête lâchée, une bête sauvage lâchée dans la nature contre les Jedi. Mais quand on y repense, même Dark Maul, il était un peu comme ça quand on le voit dans l'épisode 1. Hein. Ça a été un peu l'apprenti de secours pour Sidious. Et après, c'est vrai qu'au fur et à mesure, Dark Maul a développé cette haine. Il a pu profiter de son exil et tout ça pour fomenter ses plans à suivre. Donc, je pense que je pense aussi que le fait la magie des sorts de la nuit aussi transforme Savage en une bête sauvage. Et c'est vrai que comme personnage, c'est sûr que quand on le voit entre avant en tant que Zabrak simple et ensuite, c'est sûr que c'est un personnage d'une force assez impressionnante c'est un bélier rendu fou par la magie. Hein. Et ce qui est rigolo, c'est que même ses cornes, elles ont poussé. C'est quand il le tune un peu. Oui, c'est vrai. Ça a poussé. Oui, tous les muscles. Oui, il a gagné 3 têtes. Hein. C'est une croissance générale. Quand je disais qu'ils avaient fait une Captain America, c'était pas c'est bon. Ça. Mais ça me fait penser un peu là à Bane dans Batman. Tu sais, je pense que Tom, tu vois, tu mets sa drogue puis il devient super balèze, super énervé et tout. C'est un peu pareil, quoi. La magie des sœurs, pouf, c'est là. Mais il est vachement triste ce perso, je suis désolée, quoi. Le pauvre, il est manipulé par tout le monde, personne lui laisse le choix. C'est vrai que à la fin, le fait qu'il reprenne un peu le contrôle de lui-même, ça peut laisser un petit espoir que le perso, justement, peut-être se développe. Bon, après, comme tu l'as dit, le fait qu'il est molle, ça va un peu casser tout ça, c'est un peu dommage. Vous dites perso, pour moi, pendant tout l'épisode, c'est un outil. Hein. Oui, c'est un outil dans l'épisode, oui. Il est manipulé à donf, hein. Disons que quand il a retrouvé son frère, ça l'a un peu ramolli. Ouais, pas celui qui l'a tué juste après. Hein. Vous avez pas relevé mon jeu de mots. Frère, il a morflé. Non, j'ai pas compris, c'était quoi le jeu de mots? Ah, merci Henri, quand même. Bon, ça l'a ramolli. J'ai compris. Ah, d'accord, ça y est, c'est bon, je viens de comprendre. La prochaine fois, j'annonce, attention au jeu de mots, quoi. Alors après ce bide monstrueux, qu'est-ce que vous voulez rajouter d'autre sur cet épisode? J'ai l'impression qu'on va te molester. Alors par contre, si tu vois, j'ai envie de rajouter que finalement Obi-Wan et Anakin, ils servaient à rien en fait dans cet épisode. Ils pouvaient arriver à la toute fin de la 3e partie, à la rigueur, mais toute leur enquête. Encore une fois, c'était un peu le défaut de The Clone Wars. Faut absolument caser Obi-Wan et Anakin quelque part, tôt ou tard. C'est ça, c'est pour faire des blagues. C'est pour le cacher des acteurs. Non, je pense que c'est pour l'humour. C'est le défaut récurrent de la série d'ailleurs, ça. De vouloir les caser partout. Et je me rappelle d'une interview où justement, lui, Filoni, à l'époque, il avait voulu suivre des autres persos que Obi-Wan et Anakin. Et c'est Lucasfilm justement qui lui avait imposé, dit non, si, c'est quand même les persos principaux. C'est ceux qui permettent que ce soit identifiable, qui font vendre, etc. Et c'est pour ça qu'on les avait en surdose, et c'était d'ailleurs loin d'être... Enfin, c'était moi, mais c'est pas mes persos préférés dans The Clone Wars. Pareil. Bah ça, c'est sûr. Hein. Ouais. Ils sont avant. Parce que c'est Obi-Wan, c'est genre blague sur blague. On dirait que le gars, il va faire un one-man show, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, t'as envie de lui dire, mais calme-toi, arrête de faire des vannes. C'est fatigant.
Enfin, Vas-y mollo sur les vannes. C'est ça, et puis bon, bah Anakin, écoutez, c'est Anakin jeune, hein, on peut rien y faire. Hein. C'est la jeunesse, hein. Je sais pas quoi vous dire, les enfants. Donc, bah voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour quoi, de cet épisode, enfin, de cet arc narratif. Est-ce que vous voulez encore rajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe à la notation ? David, tu voulais rajouter quelque chose ? Moi, j'ai des petites notes que j'avais prises, je trouve que je vais vous les balancer un peu comme ça. Dans les bonus, on apprend que le son des sorts de la nuit sont faits par un télérime. Et je trouve que le télérime, c'est vachement cool. C'est ce qui sert à Star Trek pour faire le générique de Star Trek, il me semble. Ouais, Star Trek, Doctor Who. Donc il y a plein de trucs, c'est super cool. Il y a quand même, on a oublié de le dire, le pyjama du comte Dooku. Ah oui. Qui est quand même initial. Bah ça aussi, je pense que ça a été, ça aussi, on en parlait à l'époque, malheureusement, le style un petit peu, malgré qu'il soit, le style graphisme qu'il soit malgré tout très bien, c'est vrai qu'on se souvient qu'à la première occasion de virer les capes, il la prenait, hein. Sage 23 n'avait jamais sa jupe ni sa cape, c'était vraiment, je pense, le truc design qui devait avoir du mal à dessiner correctement en numérique. Exactement. On a un passage sur Serrano, qui est quand même la planète du comte Dooku. C'est le comte de Serrano. Donc c'est intéressant quand même, parce que c'est pas une planète qu'on voit très souvent, je crois, dans les épisodes. Ouais. Et le retour des Toydariens. Oui. Et là, du coup, on voit... Tom, je m'attendais quand même à ce que tu nous fasses une... C'est vrai, mais non, mais tu vois, mais je m'en suis rendu compte quand j'ai fait le résumé. C'est que, d'ailleurs, Faye l'a bien mieux fait que moi. Oh, encore un jeu de mots, j'ai pas fait que ça. En fait, je pense que quand j'ai regardé l'épisode, je me suis dit, tiens, je vais noter des trucs. Puis en fait, j'ai été tellement emballé que j'ai vécu le truc et je me suis presque rappelé de plus rien à part, tu vois, l'ambiance générale. Donc, c'est-à-dire que j'ai bien kiffé, mais j'ai mal préparé. Ah ouais, j'ai pris plein de notes. Oui, tout à fait. J'ai 2 pages de notes. Hein. Mais d'ailleurs, ils étaient déjà modélisés, les Toydariens, puisqu'on les voyait dans le premier épisode de The Clone Wars. Et ouais, c'est ça. En plus, je voulais justement en dire un petit quelque chose, mais c'est vrai que il se passe beaucoup de choses dans ces 3 épisodes, mais c'est vrai qu'effectivement, on peut même voir quand même qu'il y a une bonne continuité par rapport au reste de la série. Parce on retrouve un personnage qu'on n'avait pas vu depuis je crois que c'est la première fois qu'on le revoyait depuis le premier épisode de la série. Et un gros bonus, du coup, ouais. Vas-y, tu veux rajouter quelque chose ? Non, un dernier, ça va avec ce que vient de dire Henri. Il y a même des clones commandos qu'on voit, et je crois que c'est les mêmes clones commandos dans le jeu. C'est ceux du jeu que j'avais fait qui était génial sur Xbox. Ah oui, les Républiques Commando. Ouais, exactement. Ouais, ça m'a fait triper aussi quand je les ai vus, ouais, c'est vrai. Bah, tu sais, quelque chose qu'on remarque vraiment dans The Clone Wars, c'est que les gars, ils mettaient vraiment en scène. Au tout début, ils parlent des Sullustéens aussi. Je sais pas si vous vous rappelez. Ben, la bataille est au-dessus de Sullust. Voilà, c'est ça. Et ça m'a fait tilter parce que j'ai dit aux enfants, ça c'est, vous savez, les grandes oreilles là qui conduisent le Faucon Millenium. Et à chaque fois qu'ils entendent le nom d'une planète ou qu'on évoque un alien, ils me demandent, ils me disent, c'est lequel celui-là ? Et donc du coup, je leur fais un peu de géopolitique. Et ça, c'était vraiment un aspect hyper intéressant de The Clone Wars, c'est que la géopolitique, elle était large, elle était dense, et vraiment c'est vraiment un vrai régal, quoi. Et ça, je pense que c'était l'époque UE Légende, parce que quand on regarde aujourd'hui dans l'ère Disney, ben c'est quand même beaucoup moins présent, autant dans les romans que dans les films, etc., quoi. Ouais. Et moi, je voulais dire, au niveau de la réalisation de l'épisode et des influences, je trouve que la réalisation de ces épisodes-là, surtout au niveau de d'échographie de combat et tout, ça fait très justement film asiatique. J'ai pensé des fois à des films avec Gordon Liu, j'ai pensé à des films de samouraï et tout, et je trouve que finalement, on retrouve toujours ce qui a influencé Lucas. Et du coup, je trouvais ça super stylé. Enfin, j'ai beaucoup aimé les combats dans ces épisodes-là. Je trouvais que c'était vraiment, il y avait un bon rythme. C'était toujours clair, c'était rapide. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, toi, David, qui est le spécialiste combat. Oui, alors moi j'ai trouvé que les combats étaient plutôt bons, surtout celui avec les ninjas, qui était pour moi le meilleur de tout ce qu'on a vu. Le moins bon serait Dooku contre Opress, puisqu'ils se battent avec une seule main. C'est un combat que je trouve un peu moins crédible. Même si Dooku le dépasse complètement techniquement, il en fait un peu trop, ça me manque un petit peu de dynamisme. Mais des bons combats, mais on a de très bons combats dans Clone Wars, je tiens à le dire maintenant, on le redira au fil des épisodes.
Il y a de très très bons combats. Je suis d'accord. En tout cas, c'est cool de voir d'autres influences, de pas se limiter juste à Star Wars et de voir qu'ils prennent des influences sur d'autres films, enfin sur, tu vois, même sur la littérature. Je parlais de Dune. Moi, je trouve vraiment que les Sœurs de la Nuit, c'est les Bene Gesserit. Enfin, c'est en tout cas l'image que j'en ai, et je trouvais ça plutôt sympa. On passe à la notation, les enfants ? Oui, c'est bon. Alors, qui commence ? Allez, vas-y, David. Je donne une note moyenne globale pour les 3 épisodes. Ouais, c'est ça, ouais. Et je vais mettre un 16 pour commencer. Très bien. Avec un commentaire ? Le commentaire, c'est un petit peu ce que j'ai redit, hein, tous les petits détails qui sont dedans, qui sont très intéressants, une certaine fluidité, des combats qui sont pas dégueulasses, des personnages qui se développent, intro de plusieurs planètes. Voilà, vraiment, on perd pas son temps, on regarde, on apprécie. C'est super. Faye, vas-y. Oui, je mettrais 16 ou 17, juste entre les deux. Ah, parce que j'ai bien aimé. Ouais, je vais mettre 17. Mais voilà, parce qu'il y a des bonnes choses, on s'ennuie pas et tout, mais c'est vrai que ce qui pêche un peu, c'est de vouloir nous mettre Anakin et Obi-Wan, le duo comique, ça vient plomber l'intensité de l'épisode, mais sinon je pense que c'est vraiment un arc qu'il faut voir, parce que voilà, c'est riche en intensité, c'est riche en développement, en psychologie de personnage, donc vraiment voilà, je vous le recommande. Alors, Henri, toi je te fais un exercice particulier qui fait appel à ta mémoire. Tu vas me mettre 2 notes. Tu vas mettre la note que tu lui aurais mis à l'époque où tu l'as découvert, parce que t'étais à fond dans Lieu et Légende, et genre la note que tu mettrais aujourd'hui, mais en mode, tu sais, le gars ouvert d'esprit, tout ça, qui a tu vois ce que je veux dire ? Allez, vas-y. C'est vrai que justement, avant de mettre ma note, j'avais l'intention de dire justement que c'est fou à quel point notre vision des épisodes a changé, mais même s'il y avait pas l'univers, même si les 2 univers n'avaient pas été séparés, c'est vrai que après quasiment 10 ans, on a vieilli, notre vie a changé, donc on n'a pas les mêmes visions des choses. Actuellement, c'est vrai que je lui mets un bon 15. Comme disait Faye, c'est vrai que la présence d'Anakin et Obi-Wan, encore une fois, c'était inutile. Il y a le retour de Darth Maul que je trouve encore peut-être pas forcément utile, même si après, c'est vrai que si on pense pas à son développement à suivre, si on prend juste le fait que comme ça, on apprend, boum, tout d'un coup, que Darth Maul est vivant, c'est vrai qu'on se dit, est-ce que c'était vraiment utile ? Donc c'est vrai que 15. Avant, je pense que j'aurais mis, un 12. Parce que bon, déjà à l'époque, ça m'énervait le retour de Darth Maul, puis c'est vrai, tous ces changements, parce que si je me trompe pas, la découverte d'un Sage Ventress a été un peu modifiée par rapport à les jeunes. Il y avait les Sœurs de la Nuit, peut-être, qui ressemblaient pas vraiment à ce qu'on connaissait du roman Mariage de la Princesse Leia et tout ça, qui faisait que c'était pas le même impact maintenant qu'avant, quoi, c'est sûr. Et moi du coup, si je dois mettre ma note, en fait c'est exactement la même chose. J'étais en train de réfléchir en fait pendant que vous donniez vos notes, à dire mais attends, mais je peux pas lui mettre tant, mais en même temps si, mais en même temps non, et j'étais pris et je me suis dit alors, je vais faire le test avec Henri, et en fait moi c'est exactement la note que je mettrais, c'est-à-dire je m'étais dit 12-13 pour à l'époque, parce qu'il y avait pour ces choses qui nous ont gênés. Genre le retour de Maul, alors attends, mais c'est n'importe quoi. Genre les Sœurs de la Nuit, mais ça ressemble pas à ça. Anakin et Obi-Wan, c'est bon, il y en a marre. Et puis les Abracs, qu'est-ce qu'ils foutent là ? C'est pas leur planète. Et puis c'est, ouais, etc., etc. Et puis aujourd'hui, en acceptant ces changements, je vois les choses différemment. Et notamment, j'ai noté aussi un petit truc. À un moment, ils sont dans le Conseil Jedi. Et je viens d'y repenser maintenant, et il y a justement Escott, je crois, je sais plus c'est lequel des deux de Zabrak, qui dit mais les Abracs ils sont pas, il y en a un qui lui dit mais les Abracs ils sont pas de telle planète, et il dit ah non, ils ont quelques spécimens particuliers sur Dathomir, mais oui ils sont bien sur telle planète officiellement. Donc même s'ils avaient pris des libertés, ils avaient quand même essayé de raccrocher au vrai univers, donc ça c'était quand même un petit bonus. Et donc je mettrais 15-16 aujourd'hui et 12-13 à l'époque. Vas-y David. Et Tom, oui, c'est ce que j'avais noté ça aussi, c'est Iridonia, ils viennent d'Iridonia, et justement, c'est un grand truc, je ne comprends pas comment, juste avec une image, ils savent que celui-là, il vient de Dathomir. Il n'y a rien qui te justifie qu'il est Dathomir. Alors, c'est peut-être la couleur. Et tout de suite, ils vont à Toydaria. Moi, je te fais un raccommodage à la Faye, là, comme elle a fait tout à l'heure. Vas-y. En fait, ce que je me suis dit, c'est que, bon, alors, tu sais, à l'époque de Lieu et Légende, les gars qui étaient noirs et rouges, c'était les tatouages Sith. C'est pareil, c'est un truc qui nous avait fait bondir à l'époque. Je dis, mais vous êtes cons les gars, ils sont pas nés comme ça, c'est des tatouages Sith. Et ça me rappelle, ça avait enflammé la toile, je sais pas si tu t'en rappelles Henri, mais... Et en fait, là du coup, les gars ont retconné le truc, ils ont dit non, c'est plus un tatouage Sith,
C'est-à-dire que les mecs, ils sont nés comme ça. C'est une ethnie à part des Abraques, et eux sont comme ça. Point. Et donc du coup, ça veut dire que voilà, c'est un noir et rouge ou jaune. Et donc de fait, à ce moment-là, c'est une ethnie particulière. T'es un peu comme, je dirais, en Algérie, tu sais, t'as les Kabyles, tu sais, qui ont les yeux bleus, et c'est une ethnie particulière au sein de la population algérienne, tu vois. Ouais. Et ben je dirais, c'est presque la même chose. Et donc du coup, ils sont sur un territoire particulier et ils ont une particularité physique, tu vois, qui les différencie des autres. Donc exit le tatouage site. D'ailleurs, le exit aussi le fameuse bande dessinée Legacy, où tous les sites, ils avaient les fameux tatouages de Dark Maul, puisque du coup, c'est plus le cas. Et donc, ça veut dire que ceux qui seraient restés sur la planète, ce serait l'ethnie principale, enfin la race des Abraques, les principaux, et qui ont, comme Escott et compagnie, ils sont ou même la chasseuse de primes, j'ai perdu son nom, qui est dans la bande là, à Jango Fett, enfin Boba Fett. Racing, non, c'est pas une. Celle qui est dans l'épisode 2 ? Non. Non, elle est dans The Clone Wars. Jas, c'est Marie, tu sais, elle a une tante. Ah oui, ça me dit quelque chose. Et ben donc c'est pas Jas, mais c'est Emari quelque chose. Je sais plus quel est son prénom. Elle est dans la bande à Cad Bane. Et donc du coup, eux c'est des Abraques qui ont une peau que je veux dire qui est pas bariolée quoi. Ils ont une peau assez souvent, ils sont marrons ou des teints plutôt beiges. Et donc eux, c'est la population principale de la planète originale. Et ça, c'est cette ethnie un petit peu au sein de la race des Abraques. Et ben, elle se retrouve sur Dathomir. Voilà, ils sont différents. Il y a sûrement des raisons qu'on pourra nous expliquer un jour. Et les romanciers peuvent s'en donner à cœur joie. Mais voilà, c'est des Abraques atypiques, un petit peu différents des autres. Et ben voilà, enfin tu vois. Et à ce moment-là, pour moi, ça passe quoi. Et donc de fait, ben cette ethnie-là, peut-être que je sais pas, il y a peut-être eu des conflits entre les Abraques classiques et ceux-là. On peut tout imaginer, hein. Peut-être que c'est une modification génétique. Enfin là, peut-être que c'est les sœurs de la nuit qui sont venues choper des mecs en disant voilà, nous on veut que cette race-là, et puis voilà. Puis bon bah quand c'est comme ça, on sait que ça vient de là-bas, et puis voilà. C'est tout ça. Exactement. Et donc du coup, j'ai trouvé que ça, voilà, c'était une manière, si tu veux, de donner des références, mais au lieu de le mettre, tu sais, comme dans la BD, tu sais, un encadrement en bas. Bah tu le glisses dans une réplique et je trouve que c'est assez bien foutu quoi. Et c'était quand même mine de rien le sens du détail, mais à l'époque on n'a pas accepté même ce petit détail qui est là pour donner de la cohérence parce qu'on était campé sur nos positions, des gars, les gens, non c'est les tatouages shit, vous avez rien compris. Mais aujourd'hui, je le vois complètement différemment et je le trouve beaucoup mieux construit. Et comme quoi, si depuis le départ les mecs nous avaient dit, bah ok, aujourd'hui, exit le canon, ça c'est légende et ça ce sera le canon, bah en fait ça marchait beaucoup mieux quoi. Et j'apprécie Henri que t'aies fait cet effort d'ouverture d'esprit d'ailleurs pour voir le truc différemment. je vois que ta thérapie fonctionne hein, quand même là, je te sens mieux quoi. Il y a la maturité aussi, à 10 ans plus tard, on n'a pas comme j'ai dit, on n'a pas la même... la vie a changé, on a vieilli, on n'a pas les mêmes visions de la chose, même de la saga Star Wars, ça, on a... on devient plus sage, on apprend de nos erreurs, voilà, c'est la force, on évolue avec elle. Ouais, puis on est obligé de vivre avec notre temps, on est obligé de vivre avec l'ère Disney maintenant, donc c'est vrai que tellement de choses ont changé qu'on peut pas, on est obligé d'avoir notre vision des choses est obligé d'avoir changé. Voilà. C'est bien parce que sinon on va tous devenir des vieux cons aigris et du coup faut qu'on fasse cet effort là. Mais non, il faut être zen. Voyez différents couloirs de la force et choisissez ce qui vous fait plaisir. Aujourd'hui vous avez envie de légende, et ben vous allez sur légende. Vous avez pas envie de légende aujourd'hui, ben vous allez sur un autre. Voilà, c'est beau cet univers. Tant qu'il y a quelque chose sur Star Wars, moi je suis contente. Voilà, je me prends pas la tête. Eh bien, sur ce, je crois qu'on a fait le tour. Donc, on vous annonce, du coup, le prochain The Clone Wars, il sera cette fois-ci sur l'arc narratif, la trilogie de Mortis. Donc, normalement, on a notre expert en Mortis, amoureux de Mortis, c'est Loïc Bock, qui nous a promis qu'il viendrait, qu'il ferait le maximum. Donc, j'espère qu'il sera là, parce que lui, c'est quelque chose qui lui a plu. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas du tout aimé. Mais voilà, j'attends qu'une chose, c'est qu'on m'ouvre l'esprit, justement, et qu'on me fasse aimer la trilogie de Mortis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, là. Même si ça n'en révèle pas beaucoup, je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Surtout avec ce qu'on connaît un petit peu, même maintenant avec Rebels. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est clair, en revoyant ces épisodes, a remis, j'ai pris plein de notes sur ça. Loïc en a sous la pédale sur le thème, donc j'imagine qu'il va vous faire un truc aux petits oignons. Ouais, ça va être intéressant. Donc voilà, exactement. Donc par contre, je vous écouterai avec plaisir. Hein.
En tout cas, juste avant qu'on termine, je vais vous laisser donner la manière dont on peut vous contacter en dehors. Faye, vas-y, commence. Oui, si vous voulez me parler directement, je vous conseille d'aller sur Twitter, vous tapez Faye Fanel. Sinon, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux de James et Faye. Vous tapez James et Faye. De toute façon, vous me retrouverez, je suis dans plein d'endroits. David ? Facebook, Twitter, Star Wars en direct, je suis toujours par là dans les commentaires, donc c'est très facile aussi de me contacter. Henri ? Et pour moi, je pense que pour le plus simple, je pense que vous cherchez Dalsk un peu partout sur Internet. Tant que vous tombez pas sur des sites néerlandais, ça peut être que moi. Très bien, donc moi ce sera sur les fils Star Wars en direct à l'usager Tom & Roses. Eh bien en tout cas, de la part de Faye, de Henri, de David et de moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct pour cette édition The Clone Wars, et que la force soit avec vous.